Vivante ou morte, une chose est certaine, elle a été transportée dans le parking. Dans ce parking, dont seuls possédaient la clé les habitants de l'immeuble. Le 114 rue Petit n'avait aucun secret pour le meurtrier de Cécile Bloch. Bonsoir, X, Y, 16, 17, 16, 17, 7, 9, 3. Cette suite de lettres et de chiffres, c'est le profil génétique d'un homme que la police recherche depuis 3 décennies. Mercredi 5 mai 2021, cela fera exactement 35 ans que celui qu'on surnomme le grêlé, allusion à la qualité disgracieuse de la peau de son visage, frappait en plein Paris le viol et le meurtre de la petite Cécile Bloch, 11 ans, dans le sous-sol de son immeuble. Suivront au moins 2 autres meurtres et 6 viols. Liste restée toujours provisoire car on ignore toujours le nombre exact des forfaits du grêlé. Comme on ne sait toujours pas, malgré de longues enquêtes et les progrès de la police scientifique, qui se cache vraiment derrière cet homme athlétique aperçu par plusieurs témoins, prédateur qui s'est souvent fait passer pour un policier, meurtrier sans merci et sadique, épargnant ses victimes selon son bon vouloir. Depuis le milieu des années 90, le grêlé n'a plus fait parler de lui. Est-il mort ou bien son identification ADN l'aurait-il dissuadé de poursuivre sa trajectoire criminelle? Ces questions, nous allons les poser ce soir à nos invités. Avec celle-ci, en point d'orgue, saura-t-on un jour qui est ce tueur anonyme qui, depuis 35 ans, empêche les policiers de dormir? 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir, dans l'heure du crime, un tueur surnommé le grêlé. 35 ans, presque jour pour jour, que cet homme échappe à la police. C'est effectivement au printemps 1986 que cette silhouette apparaît dans le paysage criminel. Ce lundi 5 mai 1986 au matin, Suzanne et Jean-Pierre Bloch, tous deux inspecteurs à la sécurité sociale, quittent ensemble leur appartement aux alentours de 8h. Au 3e étage de la cité Fontainebleau, au numéro 116 de la rue Petit, dans le 19e arrondissement de Paris. Luc Richard Bloch, étudiant de 24 ans, fils d'un premier mariage qui habite l'appartement, leur emboîte le pas. Il emprunte, lui, l'ascenseur vers 8h20. Reste alors seul dans le logement sa demi-sœur, Cécile Bloch, 11 ans, qui va sortir vers 8h45 pour rejoindre le collège Georges Rouault, tout proche. 10 minutes de marche à peine, l'établissement est juste derrière le périphérique. Pas de portable à l'époque. À 12h30, Suzanne Bloch téléphone comme toujours à sa fille qui a l'habitude de revenir déjeuner seule dans l'appartement après les cours. Le téléphone sonne dans le vide, la mère s'interroge. Elle s'inquiète brutalement quand on lui dit que sa fille ne s'est pas rendue au collège ce lundi matin. Les parents, affolés, rentrent aussitôt chez eux. Jean-Pierre Bloch refait le trajet de sa fille, parcourt les étages du numéro 116 de la rue Petit. Le concierge de la résidence est alerté. Il fait le tour de l'immeuble en commençant du 10e étage pour redescendre jusqu'au 3e sous-sol. Et c'est là, dans un recoin sans lumière et où peu de monde vient traîner, que le gardien découvre cette scène tragique. Une forme humaine roulée dans un bout de moquette sale, une main levée vers le ciel. Il s'agit bien de la petite Cécile Bloch. Son cartable ouvert n'est pas loin. Vers 16h, la brigade criminelle est alertée de cette découverte. Au 36 quai des Orfèvres, c'est le groupe de Bernard Pasqualini qui est chargé des investigations. Il apparaît que la collégienne a été étranglée à l'aide de cordelettes laissées sur place et qui ont également servi à l'entraver. Le bas du corps est dénudé. Les légistes établissent qu'elle a subi des violences sexuelles. Les indices, moquettes, cordelettes et faits de la victime sont placés sous scellé. Les policiers partent également à la chasse aux témoignages. Une demi-douzaine de résidents ont vu un homme de 20-25 ans, à partir de 7h30 du matin, emprunter le monte-charge car l'ascenseur avait été bloqué intentionnellement avec une allumette. En quittant l'appartement, le demi-frère de la victime s'est ainsi retrouvé lui-même dans le monte-charge avec cet individu, un inconnu qu'il décrit comme quelqu'un ayant des cheveux châtains courts avec une mèche sur le front, environ 1m85, un jean et des baskets usagées. Il paraît un peu négligé, il parle français sans accent. Il a dit bonjour à Luc Richard Bloch et lui a même souhaité de passer une bonne journée. Détail particulier, il a de grandes mains et surtout la peau du visage irrégulière, marquée de traces d'acné ou de variole. Rencontre furtive dans la lumière falote du monte-charge. À 9h15, alors qu'il avait déjà tué Cécile, une résidence voit ce même homme sortir
précipitamment de l'immeuble pour disparaître à l'extérieur. 3 jours après le meurtre et à l'appui des témoignages recueillis rue Petit, l'identité judiciaire dresse un portrait robot qui va être communiqué aux journaux, diffusé dans les commissariats et les gendarmeries, celui d'un homme qui va être surnommé le Grêlé. Bonsoir Bernard Pasqualini. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime et d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes en direct depuis Nice, grâce d'ailleurs à Michael Lefebvre qui s'occupe de notre bureau RTL dans cette belle ville de la Côte d'Azur. À l'époque, je l'ai brièvement dit, vous menez l'enquête. Quel souvenir avez-vous, Bernard Pasqualini, de cette scène de crime que vous allez découvrir ? Écoutez, comme vous l'avez dit, j'étais chef de groupe à la brigade criminelle. Et donc ce 5 mai 86, dans l'après-midi, nous avons été avisés que le corps d'une fillette avait été découvert dans un immeuble du 19e arrondissement. Et le parquet de Paris saisissait la crime. Et donc, comme c'était mon groupe qui était de permanence, nous avons été immédiatement sur place. Ouais. Alors sur place, quand nous sommes arrivés, il y avait déjà, bien sûr, les policiers locaux qui s'étaient rendus sur place, qui avaient fait un rapide tour d'horizon de la scène de crime, avaient pu aviser les autorités et avaient entraîné donc le parquet à nous désigner. Donc sur place, le corps, la scène de crime se situe au 3e sous-sol de parking. L'immeuble, c'est 10 étages et 3 sous-sols. Et ce 3e sous-sol n'est pas accessible par l'ascenseur. Oui, il y a un petit escalier, je crois, Bernard Pasqualini. Voilà. L'ascenseur arrive au moins 2, et ensuite on descend au 3 par un escalier. Et il n'est pas doté de porte. Et il n'est pas doté d'éclairage. Alors, ça veut dire, Bernard Pasqualini, déjà, permettez-moi de vous interrompre, mais il connaît les lieux, cet homme-là. Absolument. Il les a repérés, fatalement. Ça a été préparé, quoi. Ça a été préparé puisque on se rendra compte qu'il a utilisé un certain nombre de stratagèmes, à savoir, vous l'avez dit tout à l'heure, bloquer une des 2 cabines d'ascenseur, au moyen d'une allumette, que également le digicode de la porte d'entrée du 116 était hors d'usage. Hors d'usage, oui, tout à fait. Il avait été réparé la semaine précédente et à nouveau le lundi, il était encore hors fonction. Il avait préparé aussi le local du -3 en probablement il avait trouvé un morceau de moquette sur laquelle malheureusement avait fini la pauvre Cécile. Tout à fait. Alors on le voit bien, rien n'a été laissé au hasard dans cette histoire. On a en ligne Corinne Herman, avocate de la famille Bloch. Bonsoir Maître Herman. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en ligne ce soir dans l'heure du crime. Je voudrais que vous nous disiez quelques mots assez brefs, mais de présentation sur cette famille Bloch. C'est une famille ordinaire, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de vengeance possible. Ils n'ont jamais eu de menace, les Bloch. C'est une famille ordinaire, effectivement, comme la plupart des familles de victimes, malheureusement, qui sont frappées par le malheur. Je dévoilerai pas d'éléments du dossier, donc je n'irai pas très loin dans l'explication. Mais non, c'est juste en présentation, maître. Oui, tout à fait. Ce sont vraiment des gens de tous les jours qui habitent dans un immeuble où il y a beaucoup de voisins, où il y a d'autres enfants, et qui sont frappés ainsi sans le voir arriver. Patricia Touranchot, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, vous aussi, de l'heure du crime. Vous êtes ce soir dans le studio de l'heure du crime, journaliste, réalisatrice, auteur de plusieurs livres, dont Le Magot, et puis ce livre formidable qui s'appelle Le 36 aux éditions du Seuil. Vous connaissez parfaitement cette histoire, vous avez beaucoup enquêté dessus. Je parlais du portrait robot du Grêlé. On va beaucoup en parler de ce portrait robot parce que ça va être un fil rouge. À l'époque, c'est pas tellement courant d'avoir comme ça un portrait robot. C'est pas très courant, mais surtout ce portrait robot montre un espèce de jeune communiant
avec l'arrêt sur le côté gauche, et avec une peau effectivement abîmée. Donc ce type va être surnommé du coup le grêlé, et je crains, enfin après coup, on s'apercevra que des victimes ultérieures n'ont pas dessiné du tout le même visage à ce type, et pas une peau abîmée. Donc, le fait qu'on l'ait surnommé le grêlé et le premier portrait robot, il n'est peut-être pas conforme à la réalité. Peut-être pas conforme parce qu'on est effectivement dans de ce monde charge, une lumière blafarde. Oui. Et puis il y a l'émotion aussi. Effectivement, il y a ces souvenirs sont parfois. Oui, et puis le frère de Cécile Bloch est de bonne foi. Et effectivement, avec les lueurs de néon d'un ascenseur, on peut voir des traces sur la peau. Et peut-être que ce type-là, il avait effectivement de l'acné à ce moment-là, et que 6-8 mois plus tard, il n'en a plus. Bien sûr. Maître, Bernard Pasqualini, chef d'enquête à l'époque, vraiment en 2 mots, puis on va passer à un autre chapitre après, mais en 2 mots, vous ne trouvez pas d'empreinte utilisable sur cette scène de crime ? Non, c'est-à-dire que c'est l'identité judiciaire qui était chargée du relevé d'empreintes. Et à l'époque, tout ce qui était police technique et scientifique, c'était la science-fiction. C'était balbutiant, on peut le dire comme ça. Pas d'empreinte sur les cordelettes, le cartable de Cécile ou sur le morceau de moquette. Il se peut que le grêlé, aperçu main nue, ait enfilé des gants, peut-être, pour commettre son forfait. La crime part presque de zéro. Les policiers vont s'acharner et commencer à tirer un fil qui mène peut-être à l'assassin. Face à l'absence d'empreintes et de témoignages catégoriques sur l'identité possible du grêlé, la crime n'a d'autre choix que d'éplucher toutes les liasses d'avis de recherche de ces derniers mois. Pas d'ordinateur en ce milieu des années 80, c'est manuellement, fiche après fiche, que les enquêteurs, au nombre de 7, procèdent. Travail fastidieux, mais payant. Le 7 avril, 1 mois avant le meurtre de Cécile, la petite Sarah, 8 ans, a été agrippée par un homme très grand dans l'ascenseur de son immeuble, 7 place de Vénétie, dans le 13e arrondissement de Paris. Elle aussi partait à l'école. Elle a été jetée sur un matelas de fortune au 4e sous-sol. Frappée, à moitié étranglée, elle s'est évanouie. Elle a subi des violences sexuelles, mais a survécu. Sarah reconnaît son agresseur sur le portrait robot. Le groupe sanguin de son violeur est également identifié A positif. La crime est persuadée d'avoir affaire à un seul et même homme pour ces 2 dossiers. Avec son habillement vestimentaire négligé et ses baskets usées, il pourrait s'agir d'un marginal. La police procède donc à des interpellations dans les squats et aux abords des gares, mais sans résultat. Les pédophiles sont également dans le viseur. L'un d'eux est arrêté, présenté aux témoins, mais personne ne le reconnaît. Il est relâché. L'enquête tourne en rond. Mardi 27 octobre 1987, vers 13h, plus d'1 an après l'agression de Sarah et le meurtre de Cécile, Marianne, 14 ans, rentre chez elle, rue Boulitte, dans le 14e arrondissement de la capitale. Elle n'a pas fait attention à l'homme qui lui a emboîté le pas. Il s'engouffre avec elle dans l'ascenseur et lui montre une carte barrée de tricolore. Il se dit policier, enquête sur un trafic de drogue dans l'immeuble. Il lui demande d'entrer chez elle en sa compagnie, lui pose des questions, montre une arme qu'il porte à la ceinture. De toute évidence, l'homme sait qu'il ne peut pas être dérangé et semble connaître les habitudes de l'adolescente. Il pousse Marianne sur le lit, la ligote avec des rallonges électriques, lui indique qu'il a déjà fait 9 mois de prison, la viole, avant de la recouvrir avec la couette. Il quitte l'appartement en disant à sa victime que les 2 pistolets qu'il porte sont des faux. Avant cela, il a glissé dans un sac noir en toile la platine audio, le magnétoscope et 14 disques de chansons et de musique classique qui se trouvaient dans le salon. Confirmation qu'il pourrait s'agir d'un zonard sans le sou, voire même d'un toxicomane qui s'empare de quelques objets de valeur pour les revendre. Marianne a eu la vie sauve et son témoignage intéresse au plus haut point les policiers. Elle n'est pas catégorique sur l'aspect grêlé du visage de son violeur. Le chef d'enquête, Bernard Pasqualini, a toutefois le sentiment que c'est bel et bien le grêlé qui est derrière ce viol. La police est confrontée à un homme qui se sait recherché et change de méthode. Après avoir attaqué par surprise ses 2 premières victimes, le voilà qui agit par ruse en se présentant comme policier. Personne alors ne sait jusqu'où il peut aller. Bernard Pasqualini, vous êtes toujours en ligne avec nous ce soir dans l'heure du crime. À cette époque, vous allez dans quelques années, après l'agression de Marianne, quitter la crime.
sans hélas avoir pu coincer le grêlé, on en reparlera si vous voulez bien. Mais à ce moment-là, après l'agression de Marianne, 14 ans, qu'est-ce qui vous fait dire que finalement le grêlé, il est présent dans ces 3 affaires? Parce qu'on a un groupe sanguin, mais c'est un groupe sanguin banal, A positif. Absolument, mais si vous voulez, autant j'étais quasiment formel pour Sarah, pour Marianne... Vous avez un petit doute? J'avais un petit doute. Surtout qu'elle établissait un portrait robot qui correspondait pas du tout à l'idée qu'on s'en faisait à partir des 2 premiers portraits robots. Voilà. Donc moi j'étais un peu réservé là pour Marianne. Mais bon, on avait gardé le dossier puisque on ne négligeait absolument aucun élément, quoi. Et vous négligez d'autant plus aucun élément. Patricia Tourangeau, vous êtes également ce soir dans le studio de l'heure du crime. On le dit avec Bernard Pasqualini, qui était le chef d'enquête à cette époque. Aucun élément négligé, avec ce travail incroyable de fourmi, fastidieux. On le répète, il n'y a pas d'ordinateur, parce qu'aujourd'hui ça paraît insensé. Non. Mais ce sont des petites fiches qu'on déplie comme ça, qu'on regarde. C'est l'Antiquité. Là, la crime avait su le viol de Marianne par la brigade des mineurs, par exemple, et parce qu'ils regardaient toutes les fiches. Effectivement, l'identité judiciaire à l'époque n'était pas au top à Paris, avait beaucoup de mal à trouver des empreintes digitales, donc peut-être qu'il y en avait, mais qu'elles n'ont pas été relevées. Et puis, l'ADN n'existait pas. Bien sûr, l'ADN n'existait pas. Et Bernard Pasqualini, dans ce cas aussi, on n'arrive pas à identifier des empreintes digitales, je parle, parce que l'ADN, on n'en y est pas encore. Non, dans toutes ces affaires, dans ce dossier du grêlé, on n'a aucun relevé technique qui aurait pu nous aider. On a travaillé, je dois vous dire, beaucoup sur le portrait robot, parce qu'on verra par la suite qu'on s'était pas trompé, puisque les gens qui reconnaissent, qui établissent le portrait robot, confirment après par l'ADN qu'on avait vu vrai, quoi. Tout à fait. Et ça veut dire quoi, cette absence presque d'empreinte? C'est quelqu'un qui se méfie, qui connaît la musique? Non, je pense que les fonctionnaires qui étaient dans ce service à l'époque n'avaient pas la technicité, et puis en plus le matériel aussi. Donc il nous manquait un outil génétique et un outil technique, mais parce que j'ai envie de vous dire, question de Béotien, pardon, Bernard Pasqualini, mais les empreintes papillaires, ça existe depuis Bertillon. On sait les relever quand même. Moi, je suis un peu surpris dans ce dossier qu'on n'en ait pas une. Oui, on sait les relever, mais tout dépend des supports. Alors là, on est dans un 3e sous-sol, dans un débarras, où s'empilent des bouts de bois, des bouts de moquette, des cartons, et donc c'est pas propice à un relevé comme si vous alliez relever sur un miroir ou sur une table. Bien sûr. Voilà. Puis encore une fois, le matériel à l'époque n'était pas aussi performant. N'était pas aussi performant qu'aujourd'hui. Corinne Herman, avocate de la famille Bloch, évidemment, on entend Bernard Pasqualini avec les limites de cette enquête. À l'époque, là, on était à 3 agressions. À ce moment-là, évidemment, la famille de Cécile Bloch a sombré dans le chagrin. On le serait à moins. Elle est partie vivre loin, d'ailleurs, de Paris. On est fin 86. Le frère de Cécile Bloch, qui est un étudiant, il parle de l'ADN qui commence à exister et il va même insister pour qu'on essaie de cette nouvelle méthode. Et ça, c'est un précurseur, parce qu'à l'époque, on ne connaît pas l'ADN. Tout à fait. Il m'a un petit peu raconté ce combat puisqu'on n'était pas là à l'époque. Et il faisait des études justement en génétique. Il connaissait les techniques anglaises. Il s'était renseigné. Il essaye de se faire entendre sur ces nouvelles techniques. Mais c'était vraiment au tout début, au balbutiement. Et pour les ramener en France, il fallait quand même pouvoir discuter avec les magistrats, avoir des magistrats progressistes et qui ne l'étaient pas tant que ça peut-être à ce moment-là. On a les mêmes problématiques aujourd'hui pour d'autres techniques. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a beaucoup marqué, il en parle beaucoup et il continue à surveiller aujourd'hui les progrès de la génétique et les progrès de l'enquête dans l'exploitation de cette génétique, puisque c'est les traces principales qu'on a dans ce dossier.
Le grêlé s'était déjà fait oublier pendant 1 an. Il va désormais disparaître pendant 8 ans. En 1993, un juge d'instruction décide de classer l'affaire Cécile Bloch, faute d'éléments probants permettant d'éclairer les investigations. Le tueur au visage grêlé va pourtant refaire surface. Ce mercredi 29 juin 1994, aux alentours de 14h, Ingrid, 11 ans, a désobéi à ses parents, un couple d'agents de la SNCF qui habite Mitry-Mory. Elle a enfourché son vélo pour aller rejoindre des copines qui jouent sous un pont de la SNCF le long de la voie ferrée. Une voiture blanche, qui sera identifiée comme une Volvo 340, arrive à sa hauteur. Un homme en descend et se présente comme policier. Il demande à Ingrid ses papiers d'identité. La petite fille est intimidée, répond qu'elle n'a pas ses papiers. L'homme lui passe les menottes dans le dos et la fait asseoir dans la voiture, direction le commissariat. L'homme roule en fait pendant une 60aine de kilomètres en direction d'une ferme abandonnée au milieu de la campagne, le domaine de Villerat, à Saclay, dans l'Essonne, un lieu tranquille qu'il faut connaître pour pouvoir y accéder. Il conduit la petite fille dans la ferme délabrée et l'attache à un radiateur avec du fil électrique. Il la vouvoie. Il porte un blouson de cuir râpé, des baskets Nike et un jean noir. Ingrid va être violée, puis vers 17h, l'homme va disparaître. La petite fille va alors s'enfuir et donner l'alerte. La gendarmerie de Saclay, toute proche, va recueillir son premier témoignage. Enquête qui établit que la voiture blanche a servi à enlever Ingrid, que cette voiture a déjà été aperçue à Saclay 2 jours plus tôt, comme si le prédateur était déjà dans le secteur pour reconnaître les lieux. 4 mois après le viol d'Ingrid, un homme de 36 ans est interpellé dans le secteur de Mitry-Mory. Il ne roule pas en Volvo, mais en Volkswagen. Il a été surpris alors qu'il essayait de faire monter dans sa voiture 2 jeunes filles. Claude P. reconnaît des faits de viol, mais parle d'une femme de 22 ans qu'il a attachée avec une ficelle. Il ne se faisait pas passer pour policier, mais garde-chasse. Claude P. est réellement un violeur, mais pas celui de la petite Ingrid. D'ailleurs, celle-ci ne le reconnaît pas. En revanche, elle s'arrête sur un portrait robot qu'on lui présente, le portrait numéro 6, celui du grêlé, l'individu que recherche la crime depuis 8 ans. Cette fois, la juge en charge du dossier, Brigitte Brun, décide d'utiliser l'ADN technique qui ne cesse de progresser et commence à faire partie du paysage. Depuis des années, les proches de Cécile Bloch, notamment son père et son demi-frère, remuaient ciel et terre pour que l'ADN soit exploité. Les traces de sperme prélevées dans la ferme délabrée excluent définitivement le suspect, le fameux Claude P. En revanche, cet ADN donne un profil génétique. Il match avec l'ADN retrouvé sur 3 précédentes scènes de crime, celle de Cécile Bloch, dossier rouvert le 26 avril 1996, celle encore des viols de Sarah, 8 ans, et de Marianne, 14 ans. Avec Ingrid, le grêlé vient de refaire son retour. Le criminel était donc toujours en activité. Corinne Herman, on a commencé à parler un petit peu de l'ADN. Vous êtes l'avocate de la famille Bloch. C'est un long combat, mais on voit que c'est un combat là qui s'avère payant, puisqu'on commence à délimiter un petit peu le périmètre dans lequel cet individu a pu agir. Oui, c'est payant par l'ADN. D'ailleurs, ça montre que Jean-Luc Bloch avait raison de se battre pour que cette technique soit appliquée. Nous sommes également avec Didier Sevant, les avocats de cette dernière victime dont vous venez de parler, qui donne des indications, qui reconnaît un portrait robot qui n'est pas tout à fait celui qui est utilisé habituellement. La petite Ingrid, c'est ça. Oui, que je ne voulais pas nommer, mais je la nomme simplement son prénom. Parce qu'elle est vivante et parce que c'est une jeune fille qui est très marquée et parce qu'elle a encore aussi l'espoir de voir son affaire aboutir un jour et qui se rapproche effectivement, son dossier se rapproche effectivement du premier par l'ADN. Bien sûr. Est-ce que, Maître Herman, est-ce qu'on a perdu beaucoup de temps dans cette enquête au début ? Avant d'arriver à ce résultat, finalement. C'est toujours difficile de refaire l'histoire et de revoir l'histoire à l'envers. Il faudrait se remettre dans les conditions. Je pense que les policiers, je salue leur travail, ils ont fait vraiment tout ce qu'ils pouvaient dans ces dossiers. Ils n'ont pas forcément rapproché toutes les affaires tout de suite, mais on n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Je sais en tout cas qu'ils y ont mis du cœur et que ce sont des dossiers qui leur tiennent encore à cœur aujourd'hui. Et je le comprends pour suivre des dossiers depuis très longtemps aussi. Je pense que l'ADN, finalement, si on regarde aujourd'hui et qu'on se retourne, a très vite permis de rapprocher plusieurs dossiers
qui n'aurait pas été rapproché par le seul comparaison des modes opératoires ou par les traces qu'on avait, ou en tout cas l'enquête ancienne. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ces dossiers sont rapprochés quand même. Bien sûr. Et on ne trouve pas plus aujourd'hui, on n'a pas plus trouvé alors qu'on les a rapprochés par l'ADN. Oui, c'est important de dire qu'effectivement, hélas, ça n'a pas progressé de ce côté-là. Vous parlez des policiers. On a le policier qui a traité le tout premier, et vous êtes d'ailleurs, vous pouvez l'entendre évidemment, ce que nous dit Bernard Pasqualini ce soir, qui est en direct depuis Nice, dans l'heure du crime. Bernard Pasqualini, alors à cette époque, lorsqu'il y a l'histoire de la petite Ingrid, je le précise, vous n'êtes plus aux commandes du dossier à la crime. Vous êtes aiguillé sur autre chose. Mais vous êtes évidemment alerté par vos collègues de cette découverte et vous revoyez surgir le spectre du grêlé. Comment vous réagissez à ce moment-là ? Écoutez, d'abord je voudrais dire que effectivement Luc Richard, donc le frère de Cécile, je me souviens très très bien quand il est venu nous voir quelques mois après la découverte des faits concernant sa sœur. Et il nous avait parlé de ce qui se faisait en Angleterre. Et quand il nous avait raconté ça, on se regardait tous et c'était de la science-fiction. C'est ça, ouais. Voilà. Mais vous avez demandé si on avait perdu du temps. Alors, c'est-à-dire que oui, si on considère qu'on n'a pas mis en place les budgets nécessaires pour mettre au point une police technique et scientifique, mais quand même, très rapidement, on a appliqué donc ces techniques et on n'a pas perdu énormément de temps puisque on voit bien que les faits s'étalent sur plusieurs années. Tout à fait. Alors je vous repose très brièvement la question que je vous posais. Quand vous apprenez cette histoire de la petite Ingrid, dites-nous, Bernard Pasqualini, vous êtes, je pense, surpris de voir cet homme réapparaître après tant d'années ? Ah, absolument, absolument. Moi, les collègues me tenaient au courant. Bon, là, maintenant, depuis quelque temps, comme depuis 3 ans, je suis sur Nice, on se voit moins souvent. Bien sûr. Mais c'est une affaire que je suis. Et que vous continuez à suivre encore aujourd'hui ? Ah oui, puisque les collègues, lorsqu'il y a un élément nouveau, on en parle. Voilà, c'est une affaire qui nous a marqué et c'est une affaire qu'on aimerait bien voir voilà, se résoudre, mais bon, voilà. Encore un peu de patience et ça peut arriver. En tout cas, il faut espérer que ça puisse se résoudre un jour ou l'autre. Patricia Tourangeau, vous êtes dans le studio ce soir de l'heure du crime. On entend Bernard Pasqualini, cette envie que ça marche et que ça réussisse, des années passées à guetter ce dossier. Quand on revient sur les faits eux-mêmes, il s'est absenté pendant des années, le grêlé. Comment expliquer ça ? C'est courant en matière criminelle, ça Oui, certains ont des trous, des interruptions dans leur carrière criminelle. Voilà, de 10 ans parfois, des tueurs en série, ça arrive. Mais là, pour le grêlé, longtemps les enquêteurs ont pensé qu'il pouvait être emprisonné dans un hôpital psychiatrique. Ils l'ont cherché partout, parce que le grêlé officiellement se serait arrêté donc de fin 87 à juin 94, officiellement. Mais depuis très peu, un outil qui s'appelle le Salva, qui est un espèce de logiciel de rapprochement de série, a exhumé un autre cas qui ne peut pas être corroboré à 100% par l'ADN, parce que l'ADN a été perdu, les flacons ont été perdus, mais c'est le cas de Sophie, en 91, qui était une jeune agent immobilier, et ça s'est passé 22 rue Manin, dans le 19e arrondissement de Paris, juste à côté de l'endroit où Cécile Bloch a été tuée. Et on reviendra d'ailleurs sur ces cas un petit peu... Donc, oui, mais la période blanche de 7 ans que tout le monde croyait existait, n'existe pas, puisque au milieu, en 91, il y aurait ce cas. Avec beaucoup de similitudes quand même, dans le mode opératoire, dans la façon d'approcher la victime, dans la manière de lui donner un rendez-vous en fait, de lui demander un rendez-vous à l'agent immobilier pour visiter un appartement vide, et en donnant, le type a donné un faux nom. Il a donné un faux nom qui s'appelle Dubost, et Dubost, c'est a priori l'entreprise de BTP qui faisait les travaux dans l'immeuble. Ouais, donc ça donne une indication sur ce tueur quand même, qui ruse et qui invente des pseudos
qu'il prend dans la rue ou sur des magasins, sur des pancartes. Et on n'a pas fini d'ailleurs avec lui. Et ce qui est intéressant, je voulais dire juste, Ingrid, le portrait robot qu'elle reconnaît, c'est pas le premier, c'est pas celui du jeune communiant avec la peau grêlée. C'est celui dessiné par Marianne, qu'il a dessiné avec un menton en galoche, avec les yeux beaucoup plus enfoncés dans les orbites et avec des oreilles décollées. D'accord. Donc c'est pas le premier portrait. Non. Mais en tout cas, c'est le portrait plus méchant, plus noir, beaucoup plus noir. Alors c'est normal, toutes deux ont été victimes vraiment l'ont vu. Bien sûr, de manière tragique, de la manière la plus proche qui soit. Et donc ça peut fausser l'image, mais toutes les deux. En tout cas, elles reconnaissent le même homme. Qui ont passé quasiment une heure, Ingrid beaucoup plus qu'une heure, Marianne quasiment une heure, elle le dessine autrement. Elle le dessine autrement. Maître Corinne Herman, vous êtes d'accord avec cette absence, en quelques mots, de période blanche ? Oui, tout à fait. Et puis, très très clairement, Patricia Tourangeau a totalement raison. Certains tueurs ont des périodes où ils s'arrêtent, ont des périodes où leur vie change, ont des périodes d'incarcération, de maladie, etc. Donc, la vision qu'on a du tueur en série est très obsolète. Et on peut dire que le dernier fait référencé, c'est 94, sur un autre dossier encore qu'on suit également, qui pour l'instant sur lequel on travaille et où il y a aussi de fortes présomptions, mais on n'est pas à l'abri d'actes par la suite, et puis on n'est pas à l'abri non plus d'une personne qui a changé de pays, qui a changé de région ou de pays et qui agit autrement. Donc on est loin d'avoir fait le tour de cette affaire pour l'instant, mais on se concentre sur la période 86, 85, 84, 94, on va dire. Les surprises concernant le grêlé ne vont pas s'arrêter là. On va également retrouver sa trace derrière une épouvantable scène de crime dans un appartement parisien, l'œuvre d'un sadique. Les années vont s'écouler sans que le grêlé, en dépit des progrès de la génétique, ne soit identifié. Le 13 décembre 2000, la famille Bloch, qui vit toujours dans la peine et l'incompréhension après le meurtre, 14 ans auparavant, de sa petite Cécile, est reçue par la 5e juge d'instruction du dossier, la juge Bibal Seri. Le père de Cécile, Jean-Pierre Bloch, est depuis longtemps sur la réserve, déplorant que des moyens insuffisants aient été déployés pour cette enquête, regrettant que les choses n'avancent pas en raison de blocages. Il fustige les lenteurs des expertises scientifiques, le fait par exemple que la police et la gendarmerie ne s'entendent pas pour mener des expertises ADN dignes de ce nom. A-t-il été entendu? Le fait est que le 21 décembre 2000, la juge demande une large comparaison de l'ADN du grêlé avec des dossiers criminels restés sans réponse. Surgit alors un spectaculaire constat. L'ADN du grêlé figure aussi sur une scène de crime insoutenable, remontant à l'année 1987, un an après le meurtre de Cécile Bloch. Ce mercredi 29 avril 1987, la crime avait été effectivement appelée après la découverte de 2 cadavres dans un appartement chic du Marais à Paris, au numéro 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Une exécution sordide, perpétrée en fin de matinée, une scène de torture. Une jeune fille allemande au père, Irmgard Müller, 20 ans, dénudée, pendue au montant du lit, étouffée avant d'avoir eu la gorge tranchée. Dans le salon, le locataire, nu, couché sur le ventre en position de gondole, ses chevilles reliées à la gorge. Une exécution par étouffement perpétrée en suivant une méthode barbare appelée le garrot espagnol. L'irruption du grêlé dans cet appartement du Marais est plus que troublante. L'homme pourrait être un serial killer multicarte, aux tendances sexuelles les plus extrêmes, un névrosé capable de tuer de la façon la plus sadique qui soit. Lors de ce crime hors norme, 2 appareils photo de prix ont été emportés. L'occupant des lieux, un mécanicien d'Air France marié à une hôtesse d'accueil de la compagnie, travaillait la nuit, il dormait quand il a été agressé. C'est de toute évidence la babysitter qui a ouvert la porte à son meurtrier qu'elle connaissait. La gardienne a vu s'engouffrer dans l'appartement un jeune homme d'environ 25 ans portant un blouson de cuir qui venait de sonner à l'interphone, même silhouette que le grêlé. Il était sans doute l'un des amants de la jeune Allemande, une jeune femme qui consignait toutes ses rencontres dans 2 petits carnets, 30 noms d'hommes répertoriés, 29 identifiés, disculpés par leurs alibis puis par l'ADN, un seul patronyme non identifié, un certain
Élie Loringe, domicilié selon les carnets au 13 rue Rubens à Paris, dans le 13e arrondissement. Peut-être un faux nom ou un nom mal orthographié, car ce Loringe n'existe pas. Au moment du double crime, l'adresse du 13e arrondissement est celle d'un immeuble en ruine. Patricia Touranchot, l'une de nos invitées ce soir dans l'heure du crime, et dans le studio de l'heure du crime. Incroyable cette histoire de Élie Loringe. Racontez-nous, parce qu'alors là, on s'y perd totalement. C'est-à-dire, les policiers vont chercher dans les fichiers de la Sécu, dans tous les fichiers en France. Élie Loringe n'existe pas. C'est un TOC parfait. Un faux nom, une fausse identité fabriquée de toutes pièces. À partir de là, les policiers vont pas tellement enquêter sur après, mais un détective privé et une profileuse belge, eux, vont enquêter et faire un rapprochement avec 2 agressions de collégiennes rue Jacob dans le 6e arrondissement de Paris fin 87, qui ont été abordées par un type qui leur a laissé des lettres dans la boîte à lettres et qui leur demandait d'aller dissimuler leurs réponses dans une librairie de Saint-Germain-des-Prés, à l'intérieur d'un roman russe de Gontcharov qui s'appelle Oblomov. Or, la profileuse et le détective vont s'apercevoir que dans ce roman de Gontcharov, le héros se prénomme Ilya comme Élie Loringe, et que en cyrillique, la signature de l'écrivain manuscrite se lit par un français Lourage. Donc il y a toutes des élucubrations qui vont être faites autour de ça, assez romanesques, à travers les écrits aussi de ce type-là, à ces jeunes collégiennes. Mais pour les policiers, la police judiciaire, ce sont que des élucubrations, et ce type-là qui avait approché les 2 collégiennes fin 87 n'aurait rien à voir avec le grêlé. Bon, il se comportait aussi comme un policier, il se présentait comme un c'est quand même policier. troublant. C'est quand même troublant. Troublant. Il y a des coïncidences. Non, mais c'est troublant. Et puis même récemment, on a vu apparaître un type, sur un site, c'était quand même très bizarre. Sur Facebook, il se faisait appeler Élie Oblomov. Il se déguisait en Oblomov. Il était amateur de photographie. Et il faut savoir que chez le couple, la scène de crime est épouvantable. Du matériel photo. Les 2 appareils photo ont été volés. Effectivement dérobés. Et alors, donc là, Patricia, on a un nom qui est évidemment un faux nom. On a un profil ADN qui est établi. Et puis on a une adresse dans ce 13e arrondissement de Paris. Elle n'est pas anodine, cette adresse. Elle n'est pas anodine parce que le 13 rue Rubens à Paris 13e, c'était, alors dans les années 70, avant les années... non, c'était un squat. Et puis avant, c'était un local de la préfecture de police de Paris où les jeunes recrues, les jeunes gardiens de la paix, allaient se faire photographier. Et donc, pour leur carte de police, on est d'accord. Pour leur carte de police, quand ils rentraient dans la police. Et l'enquêteur, donc le chef de groupe Vasquez, qui à la crime s'occupait donc de ce double crime dans le Marais, ça l'a beaucoup retourné cette histoire, parce qu'il se disait, attendez, le tueur de la petite Muller et de son patron volent des appareils photo de collection qui n'ont jamais été retrouvés d'ailleurs, et dans ce local de police se faisaient des photographies. Il s'est demandé que si c'était pas un fils de policier ou si c'était quelqu'un qui avait traîné là-bas. Il s'est posé des questions évidemment. Corinne Herman, avocate de la famille Bloch, est-ce qu'on s'est trop focalisé depuis le début de cette affaire sur le portrait stricto sensu finalement d'un marginal ? Oui, en même temps, il y a eu beaucoup de vérifications dans tous les sens. On n'a rien, quoi. On n'avait rien. Il y a eu quelques suspects et puis ensuite, il n'y a rien. Ou en tout cas, peu de choses. Ou en tout cas, s'il y en a, je ne les dirai pas, mais il y en a peu.
On s'est focalisé aussi depuis 20 ans sur l'empreinte génétique, parce que c'est une trace qui est retrouvée sur plusieurs crimes et qui relie les crimes entre eux et qui permet de travailler sur les modes opératoires et peut-être d'avoir un portrait plus complet de cet homme. Il y a d'autres affaires effectivement où il n'y a pas d'ADN qui peuvent se rapprocher de cette série-là et sur laquelle on travaille peut-être pas assez. En dépit de ces avancées, le grêlé va disparaître du paysage criminel à l'aube des années 2000. On perd sa trace, même si les enquêteurs et la famille de Cécile Bloch, la première suppliciée, ne vont jamais le lâcher et continuer coûte que coûte à tout faire pour qu'il soit identifié. À l'été 2015, l'ombre du grêlé ressurgit à la faveur d'un nouveau dossier non élucidé, le meurtre de Karine Leroy, 19 ans, disparue le 9 juin 1994, au pied de la cité de Beauval, alors qu'elle se rendait à son lycée à Meaux, en Seine-et-Marne. Son corps avait été découvert le 12 juillet suivant dans un bois de Montceau-les-Maux. Elle avait succombé à un étranglement et suffocation après avoir été entravée selon la méthode du garrot espagnol. La même technique imputée au grêlé dans l'affaire du double meurtre de l'appartement du Marais. Maître Didier Seban et Corinne Herman, avocats de la famille de la petite Cécile Bloch, avaient demandé et obtenu la réouverture de ce dossier. Les expertises génétiques dans ce dossier ne se révéleront pas toutefois très probantes, sans doute, à cause de l'état très dégradé des scellés. Le nouveau système informatique permettant de rapprocher des crimes dont le mode opératoire se ressemble, ce système, le Salvac, va faire émerger une autre affaire, celle de Sophie, une jeune agent immobilière violée et tuée en 1991 au cours d'une visite d'appartement rue Manin à Paris. Du sperme avait été prélevé sur la scène de crime, mais l'échantillon perdu par l'Institut médico-légal n'a jamais pu livrer ses secrets. 35 ans après le meurtre de Cécile Bloch, une 9e juge d'instruction pilote toujours le dossier du grêlé. Un homme insaisissable qui aurait aujourd'hui plus de 60 ans, un criminel redoutable qui n'est jamais réapparu, peut-être mort après toutes ces années. Un insaisissable fantôme du crime. Alors Patricia Tourangeau, vous êtes ce soir l'une de nos invitées dans l'heure du crime. Justement, quel portrait peut-on faire aujourd'hui de ce fantôme? Comme tous les fantômes, c'est un portrait imprécis. Hein, mais il y a des constantes quand même. Il y a quand même des constantes, et physiquement, sur son profil, et sexuellement. On va voir évidemment que ce type a des problèmes sexuels. La jeune Allemande, Irmgard Müller, qui donc avait été séduite par ce type, quand même, l'a trouvé beau garçon. Et elle avait noté, par contre, dans ses petits carnets intimes, que c'était pas terrible au lit, quoi, avec lui. Et puis 5 mois plus tard, ce même garçon l'étrangle et la crucifie. Il lit des revues porno. Et la petite Ingrid a témoigné que son violeur lui a montré des revues porno avec des filles attachées. Le couple Müller et son patron a été ligoté avec un garrot espagnol. Donc ça témoigne. Soit c'est un type qui vient des commandos, qui vient de l'armée. Ou c'est un type qui est adepte de bondage et de sadomaso. Voilà, ce sont des techniques connues en matière de sexe extrême. Hein, Et puis les liens, par exemple, il attache ses victimes avec des liens trouvés sur place. Ça, il l'apporte pas. Voilà. Après, il aime se faire passer pour un policier. Avec tout l'attirail, le talkie-walkie, le flingue ou vrai ou faux, quoi, la carte tricolore. Et puis quand même, il y a en Seine-et-Marne, Ingrid a dit que dans sa voiture, il y avait une odeur bizarre, comme une odeur d'herbe ou de chien. Ouais, c'est ça. Et donc on s'est demandé si... Il pourrait vivre à la campagne, finalement. Oui, ou est-ce qu'il est maître chien quelque part? Est-ce qu'il travaille dans la sécurité? Maître chien, en ce moment, c'est d'actualité avec notre ami Nordal Lelandais. Mais c'est une autre histoire. Mystère. Oui, Corinne Herman, vous êtes l'avocate de la famille Bloch. Vous avez poussé pour que ces dossiers ressurgissent. Est-ce qu'il y a d'autres crimes qu'on pourrait imputer au grêlé? Pour l'instant, on en est resté là dans des contes macabres.
Écoutez, moi je pense que oui, je pense qu'il y a d'autres crimes et qu'il a pu ressurgir à un moment. Le problème, c'est que nous n'avons pas la liste des crimes non résolus en France et on se bat avec Didier Seban et d'autres et des familles de victimes et des magistrats pour avoir enfin la liste des dossiers non résolus, au moins depuis les années 80, pour voir si dans cette liste on trouve des correspondances à la même époque, en 94 ou après 94. Et c'est très compliqué de référencer les dossiers qui pourraient correspondre. Et plus le temps passe, moins les familles se manifestent. Donc moins on aura cette information. Bien sûr, les familles sont lassées et finissent par baisser les bras, même si dans le cas de cette histoire, et vous nous l'avez très bien expliqué, la famille Bloch continue à se battre et à espérer une issue favorable. Bernard Pasqualini, vous êtes en ligne depuis Nice, dans l'heure du crime, ancien directeur de cette enquête, en tout cas au tout début, lorsque la petite Bloch a été tuée. Vous nous l'avez dit un petit peu, mais le grêlé, quand on est un flic comme vous, c'est une histoire particulière. Celle-là, elle vous tient peut-être à cœur plus que les autres. Ah oui, c'est une histoire particulière et je dois dire que j'attends toujours, j'espère toujours un coup de fil de mon collègue chef de groupe qui m'annoncera une bonne nouvelle. Et de toute façon, je partirai, je finirai ma vie avec le portrait robot et puis surtout la photo de Cécile en mémoire, parce que on a trop vécu avec cette affaire et je dois dire que j'espère encore, mais ça va être dur, je pense. Ouais. Alors, pour tout vous dire et vous dire la vérité, Bernard Pasqualini, ça donne le frisson ce que vous dites, parce que la photo de la petite Cécile, vraiment, c'est extrêmement touchant votre témoignage. Un mot, qu'est-ce que vous pensez vous du grêlé? Vous dites quoi? Quel est cet homme? En quelques mots, si vous aviez adressé son portrait chinois. Ben, je pense qu'il est très difficile à établir. Hein. Puisque pour nous, le grand choc qu'on a eu, c'est quand on a fait le rapprochement ADN avec un peu politique, enfin Muller et l'affaire prise par un autre groupe. Et là, on s'était imaginé un personnage. Et puis là, je dois dire que les collègues, lorsqu'on en parle, les anciens, on est un peu perdu sur la personnalité. Personne n'a vraiment une idée de ce que peut être ce type-là, quoi. Voilà. Personne n'a une idée, Patricia Tourangeau. Vous êtes d'accord avec ça, avec cette définition? C'est un puzzle, cet homme? C'est un caméléon. En quelques mots. Hein. Non mais c'est clair, c'est un caméléon. Les policiers croyaient que c'était un pédophile qui s'attaquait à des petites filles dans des sous-sols. Ils découvrent que c'est un sadique qui tue un couple dans le Marais avec des techniques moitié militaires ou de bondage. Donc c'est difficile à suivre et difficile à comprendre. Oui, mais il est peut-être pas mort. Il s'est peut-être arrêté. Personne dit ça. Non. Ouais. Il est peut-être pas mort, effectivement. Voilà. Corinne Herman, avocate de la famille Bloch, une famille, on l'a dit, qui porte toujours cette enquête, qui espère. Est-ce qu'on peut espérer de nouveaux témoignages, des révélations? Vous avez, vous, espoir? Je sais que vous pouvez pas tout nous dire ce soir, mais on a toujours espoir, bien sûr, parce qu'on travaille sur d'autres dossiers du même type et qu'on arrive parfois à trouver. Il faut beaucoup de travail, il faut beaucoup d'engagement. Il y a la famille Bloch, mais il y a la famille d'Ingrid, il y a Ingrid, il y a la dernière victime en 94. Il y a d'autres familles qui se sont mobilisées, qui espèrent. En tout cas, moi, j'en représente 3 et elles sont motivées. Vous n'avez pas idée à quel point elles le sont. Pour moi, il n'est pas mort et pour moi, c'est juste un tueur en série. Et il faut dire le mot, oser le dire. Et un tueur en série, c'est un fonctionnement particulier. Il faut qu'en France, on apprenne à travailler sur ces tueurs-là. D'abord, fallait-il, et grâce à l'ADN, on le sait maintenant, fallait-il savoir que c'en était un. Aujourd'hui, on le sait et il faudrait mettre les moyens pour travailler sur ce cas-là, comme on devrait travailler sur les tueurs en série en France. Merci beaucoup Corinne Herman, Bernard Pasqualini, Patricia Tourangeau d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire du grêlé, violeur, meurtrier, sadique, 35 ans de traque qui, espérons-le, finira par aboutir. La vérité, dit-on, finit toujours par jaillir. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble une nouvelle fois cette heure du crime.